Jean-Paul Mercier, bonjour à tous. Voilà, on essayait de fixer un film sur les hérons du parc de Bagatelle. Ils sont hauts comme ça, mais ça ne fonctionne pas, donc je vous le passe. En un mot, vous dire toute la tendresse particulière que j'ai pour cette organisation, les jardins botaniques du Grand Nancy jusqu'au Châtelet. Pour cette ville, là, je repassais ce matin devant l'Araucaria que j'ai vu planter, qui, à mon grand désespoir, fait au moins 25 étages maintenant. C'est ainsi, le temps passe. Donc, je vous présente... Où tu les passes? Parce qu'il y en a un paquet, je vais me mettre à ta place. Voilà. Donc le Jardin botanique de Paris, composite, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque se déploie sur 4 jardins. Une carte que j'aime bien, la trame verte, la trame des espaces verts de Paris. Hein, vous reconnaissez la boucle de la Seine, vous reconnaissez peut-être les buttes Chaumont, là, au-dessus du QE de Botanique, le Jardin des Plantes. Nous, on n'est pas très bien identifiés, mais on est aussi un tout jeune jardin, puisqu'on a seulement 20 ans, 21 ans exactement d'agrément. On est déployé sur Parc Floral, Arboretum dans le bois de Vincennes, le Parc de Bagatelle et les serres d'Auteuil à l'ouest dans le bois de Boulogne. Donc quelques photos pour vous reparler des agréments CCVS, de l'agrément Jardin JBFPF, Jardin Botanique de France, la labellisation Jardin Remarquable pour 3 des 4 sites. On est en train de relabelliser le Jardin des serres d'Auteuil. Ce n'est pas un mince travail après les polémiques qu'a connu le site. Et je rentre dans le détail de la présentation. On est supposé passer 40 minutes ensemble. J'ai aucun scrupule à passer un petit peu moins de temps et à réorienter ma présentation par rapport aux discussions passionnantes de la fin de matinée et du début d'après-midi. Je vous parlerai peut-être du coup un petit peu moins des plantes que des hommes et des femmes qui les font pousser. Je vous parlerai peut-être aussi un peu de l'organisation, les collections viviers de résilience. J'ai très bien ça en tête. Je parlerai aussi de la résilience de nos propres organisations, puisqu'on l'a encore entendu en fin de matinée. Les hommes qui font pousser les plantes sont peut-être aussi importants que les plantes elles-mêmes. À propos des collections, voilà les pictogrammes de nos collections, j'ai dû en oublier pas mal. On est un dictionnaire vivant de la botanique, je ne vous apprends rien, on a tous les mêmes passions pour le végétal. On ne va pas s'amuser à faire de la reconnaissance de végétaux aujourd'hui, mais vous dire que voilà, on a 14 999 plantes, on en a un tout petit peu moins qu'à Nantes, mais voilà, il y a une variété et une subtilité de collection qui fait que certains des visiteurs qui nous font l'amitié de venir nous voir viennent pour les plantes. On sait aussi, comme Nantes, que la plupart de nos visiteurs viennent pour la quiétude, les espaces, les aires de jeu du parc floral et la sérénité que peuvent offrir ces 4 jardins dans cette grosse capitale très urbaine. Moi, j'avais choisi de passer quelques minutes sur cette collection-là, sur cette diapo-là, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis un petit sous-bois plein d'introspection si vous vous embêtez un petit peu. Les collections transversales aux 4 métiers d'un jardin botanique et qui sont finalement les 4 thématiques de chaque collectionneur, la conservation, la valorisation, les études et l'éducation. Cette diapo-là, elle est plus qu'importante parce qu'effectivement, on peut passer du temps à la conservation proprement dit et c'est finalement l'organisation du jardin botanique qui fait que nous, on a essentiellement des jardiniers dans les équipes. Et c'est bien la moindre des choses, sauf que les autres thématiques, que sont la valorisation, les études, l'éducation, ce sont aussi des métiers à part entière, et j'y mets une grande majuscule, la médiation. Voilà, il y a des gens qui se forment à Bac+4, +5 sur la médiation, et on ne peut pas prétendre être à la fois jardinier, c'est-à-dire conserver les plantes, les valoriser, les étudier et contribuer à l'éducation. Donc on ne peut pas tout demander aux agents, et il faut qu'on s'équilibre un petit peu, puisque c'est pas un triptyque, c'est un quadriptyque, si on peut l'appeler comme ça. Chacune des thématiques est aussi importante l'une que l'autre, et c'est la raison pour laquelle j'avais aussi envie de vous parler d'organisation.
Notre métier, on l'a clairement vu à Nantes, hein, le volet valorisation, il y a une profusion d'offres à l'attention des visiteurs de vos jardins. Donc vous avez fort misé là-dessus et on voit le succès que vous rencontrez grâce à ça. Je crois qu'il faut être bon sur les 4 domaines. Et au moment où on parle de budget contraint ou d'effectifs constants ou de budget constant, peut-être qu'aussi la tentation, c'est de déconsacrer un petit peu de moyens à la collection pour en consacrer plus à la valorisation, aux études ou à la dimension d'éducation. Donc c'est dur, hein, c'est toujours difficile de se... on peut avoir le sentiment de se mettre une balle dans le pied, mais ce n'est pas le cas. C'est le risque aussi d'avoir un jardin aussi patrimonial que le parc de Bagatelle, avec sa grande histoire. Hein. Je ne vous parlerai pas du comte d'Artois, je ne vous parlerai pas des Folies, je vous parlerai peut-être un peu plus de Forestier, qui a acquis pour le comte de la ville en 1905 le parc et qui a dit on va faire un concours de roses nouvelles, on va aussi finalement, via le végétal, contribuer à la valorisation du parc, qui avait une image et qui a toujours une image très patrimoniale, mais qui peut aussi s'étouffer par rapport à la pléthore de l'offre touristique qui peut exister dans la capitale. Je vais vous emmener vous balader dans les jardins parce que c'est quand même la moindre des choses. Et on va commencer par le parc floral de Paris. Ça, c'est une photo. Ouais, je vois qu'on est en 4/3 plutôt qu'en 16/9, donc les photos sont peut-être un tout petit peu tassées, rien de grave. Le parc floral fête ses 50 ans cette année. Certains d'entre vous le connaissez bien. C'est un espace alors plein de profusion, plein d'animation. Ça, c'est l'entrée du jardin avec les brumisations qui témoignent de la création de la Terre et de l'univers. Un vrai salut et un vrai hommage à Daniel Colin, paysagiste concepteur qui était dans les effectifs de la ville de Paris et qui a créé le parc de 23 hectares en quelques toutes petites années. C'était en 1969, un projet dantesque. Hein. On a vu des projets très très significatifs ce matin. Mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas plus tard qu'hier puisqu'on avait un colloque organisé sur la question. C'est des moyens qui correspondaient à ceux des Floralis de l'époque, hein, il faut se remettre dans le contexte, que malheureusement je pense qu'on ne connaîtra plus. Alors simplement se dire que c'est voilà, c'est le jardin des animations, pédagogie, prise en compte de la biodiversité. On a ouvert avec les jardins, avec les 4 jardins, des chantiers passionnants, pleins d'émulation, pour dire où on a envie d'aller dans les années à venir. C'est rien d'autre qu'un projet scientifique et culturel, non pas pour se regarder le nombril ou se recentrer sur notre propre organisation, mais pour se dire, ces 15 000 plantes, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les valorise auprès des publics? Comment on les offre aux visiteurs qui sont en même temps que nos plantes, et les jardiniers doivent le tendre, les visiteurs dans une organisation publique comme celle que je représente aujourd'hui sont aussi notre raison d'être. Donc voilà, on réfléchit à ça. Et j'aurai quelques illustrations pour vous dire, il faut à la fois miser sur le quantitatif et sur le qualitatif. Il y a un vrai enjeu autour de ça. Et pour le coup, voilà, ces belles astilbes, on est collection nationale et on ne l'ignore pas, sont esthétiquement passionnantes. On se rend compte qu'il y a plein de gens, il y a plein de peintres amateurs qui mettent leur offre sur Internet, mais on se pose la question avec les jardiniers, comment valoriser les astilbes? C'est pas simple. On en a 130, je crois, 135. On a un bon niveau sur cette collection-là, mais aussi on peut les regarder fleurir, on peut les regarder saison en saison, on peut rééchanger des éclats sur des obtentions Lemoine avec les jardins de Nancy, ça a été fait ces dernières années. Mais il faut qu'on s'accroche tous autant qu'on est. On est tous amateurs de plantes. Mais vendre ces collections-là aux visiteurs, c'est pas forcément tout simple. Peut-être que la voie graphique, esthétique, organiser un concours de peinture d'astil, ça pourra peut-être contribuer à leur protection et à leur valorisation dans le long terme. Mais voilà, on se pose effectivement la question. C'est pas qu'on méconnaît l'importance de ces plantes-là, c'est qu'on dit comment on les intègre dans un parcours de visite. Un mot sur la culture in vitro, parce que c'est la force d'une grosse organisation comme celle de Paris que de disposer de laboratoires. On a des labos d'analyse des sols, on a de la culture in vitro, on a une banque de graines, une banque de semences, j'en redirai 2 mots. Donc comment on traduit ça et comment on le valorise aussi pour nos visiteurs?
Ça fait un petit peu vibrer la culture in vitro, c'est un peu mystérieux, sans que ça soit polémique non plus. On n'est pas là pour faire de la génétique ou pour faire des OGM. Donc on a envie de faire sortir ces petits bocaux et de les montrer en collection, puisque la plupart des orchidées qu'on montre dans notre pavillon des épiphytes, là, au parc floral, elles sont aussi issues de ces cultures-là. Donc il faut que le labo, il faut que les blouses blanches deviennent un peu des blouses vertes et sortent aussi de leur laboratoire. Il faut aussi entendre que c'est un métier nouveau pour ces collègues-là. Un mot quand même sur ce délire botanique, les fleurs d'Afrique du Sud. On est entre amis et entre amateurs de plantes. Je me vois dans l'obligation de citer Patrice Barbouti, certains d'entre vous le connaissez bien, qui est un fou de pelargonium et qui a dessiné ces paysages d'Afrique du Sud. Là, c'est pas le Namaqualand, mais presque. Il arrive à recycler les plantes pour qu'elles fleurissent tous ensemble. Sur la base des pélargots d'Afrique du Sud, c'est un travail simplement extraordinaire que je vous invite à découvrir. Le pavillon, il a seulement quelques mois, il est déjà complètement passionnant. Le dahlia, les dahlias, la fleur mexicaine. Je ne vous ai pas montré de photos, je vous montre juste un visuel d'une association, les Mexicains à Paris, avec qui on travaille bien. On a fait la fête des morts, là, plutôt qu'un Halloween avec des grosses courges. On a fêté la fête des morts avec le dahlia, parce que dans l'imaginaire collectif du Mexique, c'est aussi une jolie façon, à l'heure où les fleurs de dahlia s'éteignent. Là, vous avez peut-être connu les premières gelées en Lorraine, on va les connaître dans pas longtemps dans Paris. Il y a une jolie symbolique. Et je discutais avec Monsieur Turc, on est complémentaires. On parlait d'objectifs de rentabilité. Nous, on a un objectif de viabilité vis-à-vis des citoyens, des visiteurs. Et je trouve qu'on se complète bien. Ça fait plus de 30 ans qu'on organise le concours du dahlia à Paris. On a Christophe Knubleski, vous le connaissez aussi, qui est un fou de dahlia. On travaille avec Johan. Lui, il piste les dahlias botaniques. Il y en a un peu plus d'une quarantaine. Chaque fois qu'on en trouve un, on boit un coup, parce que c'est complètement difficile de trouver de nouvelles espèces. On pourra en rediscuter, on pourra les échanger entre nous. Mais c'est là aussi que je me dis qu'on doit être bon dans la valorisation, puisque vous, les industriels du dahlia, et les poètes du dahlia aussi, puisqu'on a tous quand même cette âme-là, vous avez aussi besoin de génétique sauvage et de revenir à la plante. Et du coup, ce travail qu'on se permet de faire en échange avec le BJCI, avec les autres jardins botaniques, on veut aussi le mettre à disposition, non pas sur une logique commerciale, mais sur un message tout simple. Les plantes natives, les plantes tirées de nature, elles ont aussi une génétique propre et une résistance qui doit diffuser dans les collections et qui va contribuer à leur résilience dans le long terme. Le jardin alpin, encore un projet un peu fou, ils sont un peu fous au parc floral, avec l'idée, toujours dans un pôle d'indigènes, de montrer 9 massifs en plaine, 9 massifs français, et de récupérer une voie en béton et un parcours de vieux tacos qui avait plus grand sens pour montrer des fleurs passionnantes. Donc je ne résiste pas à vous montrer cette photo-là, c'est notre alpinum. On avait profité d'un petit coup de neige, on n'est pas sur les crêtes vosgiennes, on n'est pas au Chitelet, mais voilà, sur l'enjeu de redessiner du paysage, et c'est un message aussi que je veux faire passer, sur une façon peut-être un petit peu nouvelle de montrer les collections. On veut assumer la création de paysages en même temps que la qualité botanique. Et les visiteurs le comprennent bien et le conçoivent. Le message à faire passer, on a des débats passionnants avec la présidente du CCVS autour de ça, c'est qu'on veut axer les collections sur une thématique plutôt géographique, plutôt que taxonomique. Ça oblige aussi les experts du CCVS à visiter nos collections avec des atlas de géographie plus que des flores taxonomiques. Mais voilà, on veut recréer des petits morceaux de nature très modestement, puisque les plantes telles qu'on les rencontre, elles parlent entre elles. On veut multiplier la plante qui nous plaît bien et montrer aussi les synergies et les luttes qu'elles connaissent dans la nature. Flore indigène d'Île-de-France, alors on a quand même cette fierté-là d'accéder à un statut de collection nationale, et on n'en parlait pas plus tard qu'hier. Cette flore IDF, là, enfin cette flore locale, quels que soient nos pays, elle a beaucoup de choses à nous dire. J'entendais des paysagistes qui soufflent un petit peu par rapport à l'enjeu quasiment réglementaire maintenant qu'on inscrit dans les projets d'aménagement de jardin, de mettre de la flore indigène, de la flore locale.
On est loin d'avoir appris tout ce qu'elles ont à nous dire, ces plantes-là, ces belles sauvageonnes, comme les appelle Jean-Yves Moreau. Donc on les regarde pousser, on les acclimate, on parle d'urgence et de changement climatique, donc on a une limite de rusticité basse et on a une limite de rusticité haute. On a tous vécu 2 étés horribles caniculaires, donc la résilience, elle passe aussi par cette génétique locale qu'on collecte amoureusement dans les bois et même dans les faubourgs parisiens et qu'on inscrit dans un index séminum. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à parler un petit peu moins latin, qu'on arrive à s'ouvrir. Notre catalogue de graines, il est ouvert aux institutions, aucune dimension commerciale, mais il est aussi ouvert aux projets d'aménagement dans Paris. Et quand il y a un aménagement sur Chapelle-Charbon, par exemple, qui est un grand parc urbain vers la porte de la Chapelle, nous on vient, on collecte de la génétique, on la met en jauge au parc floral, par exemple, et on la remet post-aménagement. Et on a le sentiment d'avoir un tout petit peu contribué à la protection de la nature, si aussi on a l'intelligence d'en parler aux futurs usagers du parc. L'Arboretum de Paris, vous avez le bonjour d'Éric Demerger, il m'a chargé de vous dire ça aujourd'hui. Aurélia Chavannes, ingénieur forestier, qui s'occupe avec 3 jardiniers de cet espace que vous connaissez peut-être pas, mais qui mérite 1000 fois d'être découvert. Je vous montre quelques vues de Laurent Renaud. On parlait d'esthétique et de beauté pas plus tard que ce matin. Ces collections d'arboretum qui, intuitivement, vendre des arbres à des ados de 15 ans, c'est pas forcément tout facile. On peut leur offrir aussi ces esthétiques et ces ambiances en plein Paris. Donc moi, j'ai le sentiment que ça a aussi une préciosité. On peut parler des arbres. Ici, par exemple, on a le tout bête poirier de Chine qui est sublime au printemps, mais qui a aussi tout son charme à l'automne. C'est le survivor-tree. On en a tous entendu parler suite aux attentats du 11 septembre. Voilà, ça serait le seul arbre qui aurait subsisté de l'attentat du World Trade Center. Donc on le montre et ça lui donne peut-être une préciosité particulière. Ça ne change rien à sa génétique, mais ça nous permet de le mettre en scène d'une façon un petit peu différente. Je ne vous parle pas trop des plantes et je vous emmène tout de suite à Bagatelle avec Monsieur Forestier, donc qui a repris le parc pour le compte de la ville de Paris en 1905. Voilà, on parlait d'esthétique, on parlait d'ordre, de beauté, de calme et de volupté. C'est aussi ce qu'on propose aux visiteurs aux visiteurs du parc de Bagatelle, en plus des collections, en plus du caractère un peu somptueux de la roseraie classique. Et vous confirmez qu'on est aussi sur un espace de détente, de loisirs, qui est fréquenté par tous les âges. Ça, c'est le week-end de la rose, donc on raconte des contes, on parle des roses, l'air sans la rose à Bagatelle au mois de juin, et il faut que tout le monde en profite. On n'est pas sur des espaces d'élite, on est un petit peu proche du 16e arrondissement. C'est vrai que le parc de Bagatelle a une certaine image, mais nous, on veut aussi casser les murs et faire en sorte que ces collections, elles profitent au plus grand nombre. On ne monte pas que des roses, on monte des pivoines, et voilà, pour l'anecdote, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ces 2 derniers spécimens là sont des obtentions Lemoine. Je crois qu'on a rouge satin et sans lorrain. Oui, c'est ça, je crois qu'il y a des amateurs. Une création 1938, je crois. Donc je m'incline devant chaque mois de mai. Et tout est bien dans le meilleur des mondes possibles à Bagatelle. Voilà. Je vous emmène au Jardin des Serres. Je suis obligé de détailler voilà, certaines visions de ce parc qui a connu des polémiques nationales, on peut en convenir, ces dernières années. Je me vois dans l'obligation de rentrer dans le détail et c'est le seul moment où je serai solennel pendant la présentation. Je suis là pour vous convaincre de rien du tout. Simplement vous montrer une forme de réalité et remercier aussi, on parlait de patrimoine ce matin, tous ceux qui ont signé les multiples pétitions qui sont passées sur la destruction du Jardin des Serres. Je vous remercie sincèrement et droit dans les yeux parce que ça a aussi aidé la ville de Paris à négocier une mesure compensatoire que je vais vous détailler et qui, voilà, si vous nous faites l'amitié de passer au Jardin des Serres, on vous la fera visiter très très volontiers.
doit peser aussi dans la conclusion d'un débat qui a été compliqué ces dernières années. Nous, en tant qu'agents de la ville, on n'avait pas le droit de communiquer sur le jardin des serres. S'en est suivi une érosion des fréquentations, s'en est suivi un mal-être et un mal-vivre jusqu'au niveau des jardiniers qui ne comprenaient plus cette situation-là. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire table rase du passé, mais je vais vous montrer un petit peu la réalité de ce jardin des serres en remontant à ses origines dans le bois de Boulogne. C'est la petite trace rouge rosée là qu'on voit, c'est l'emprise actuelle du site, pour vous dire qu'on était sur un territoire de chasse, hein, pas moins, à la fin au 18e. On voit aussi le pavillon de chasse tout au nord du parc de Bagatelle qui se transforme avec le comte d'Artois en parc de Bagatelle et qui est encore dans son jus aujourd'hui. Je vais aller très vite là-dessus pour vous dire qu'on est sur une parcelle déboisée et qu'on est sur un site de production qui a subi 4 étapes qui sont importantes à connaître pour comprendre son évolution. 1895-1898, il a fallu 3 années pour construire le jardin des serres et le grand palmarium tel que certains d'entre vous le connaissez bien. La fin des années 70 pour amputer de plus d'un tiers l'emprise du jardin par la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard périphérique. 1998, la création du Jardin botanique de Paris, notre agrément, et 2019, peut-être une nouvelle étape de développement, l'inauguration des serres contemporaines. Je ne résiste pas à vous montrer cette sublime gravure là qu'on a été chercher dans les bibliothèques de la SNHF, qui vous montre le site. C'est la revue horticole de 1899. Hein, on a encore gardé les jolies couleurs pour voir le développement d'un site de production. J'insiste là-dessus. C'était le centre de production horticole de la ville de Paris, avec des hectares et des hectares de serres qui correspondaient à une activité vraiment de production. Là, des ambiances des années 20. On était sur des couches chaudes, on produisait tous les œillets des parcs et promenades, hein, comme on les appelait à l'époque, et même des appartements parisiens. On a relu quelques savoureuses archives sur la question, sur l'origine des collections qui devaient fleurir les appartements des sommités de la ville de Paris. Le chantier, alors voilà, on avance très vite dans le temps, fin 70, l'offre du tout voiture qui a largement écrasé le jardin des serres. Donc là, il n'était plus question de produire les fleurs de la ville. Tout est parti à Rungis, hein, sur un énorme centre de production. Et voilà, j'ai pas tellement eu vent des polémiques de l'époque, mais c'est pour moi la grosse aventure, c'était ce chantier-là qu'on entend si on tend l'oreille à certains bouts du jardin et qui a aussi complètement bouleversé le site. Il y avait déjà évidemment le tournoi de Roland-Garros juste à côté, et qui a contribué à relocaliser une activité pour les jardiniers de l'époque qui était d'accumuler, c'est pas un joli terme, mais ça correspond quand même à une forme de réalité, des plantes dans ces serres-là, et d'en faire une forme de collectionnite. Grâce à l'expérience et au talent des jardiniers, on a aussi eu l'obtention du label Jardin botanique de France en 1998. Et oui, ces serres, il fallait bien en faire quelque chose, avec l'emprise du site, avec les palmariums. Moi, je vois qu'on est certainement un petit peu loin. On va rentrer d'un peu plus près. Avec les secteurs du jardin sur un site qui fait un peu plus de 7 hectares actuellement, entre le jardin des poètes, les jardins à la française, les jardins à l'anglaise, jardin contemporain, et un petit truc tout bizarre là qui se passe en bas à gauche, dont je vais vous reparler. Et on a actuellement déployé une expo panneau autour de 121 années d'histoire et d'aventure sur le site d'Auteuil. Quelques vues du site avec des patrimoines, hein, les augustes mascarons de Rodin, les bas-reliefs de Dalou, les fontaines monumentales, ces jolies perspectives. Les photos ont été prises là cet été, hein, donc j'en profite pour vous redire que le palmarium est toujours debout, que ce n'est pas un grand parking pour ce qui se passe au mois de mai juste à proximité du site, et que notre palmarium il reste frais, vivant et tout à fait intéressant. Et puis une petite maison qu'on oublie un petit peu, une maison de poupées. Ça, c'est issu des promenades d'Alphand, la très très belle édition de Catherine Cormery. Le pavillon d'octroi, c'est là qu'habite le chef jardinier. Une jolie maison dans le 16e arrondissement.
Les jardins extérieurs qui méritent aussi tout votre intérêt, jardin méditerranéen, jardin japonais. Et les collections historiques. Donc je vais vous faire rentrer très très vite, mais on va rentrer dans la phase travaux là, très rapidement. Sur 17 serres qui restent fiers d'elles, bien entretenues. Les grands palmariums qui ne vous montrent pas forcément l'excellence botanique, mais qui vous montrent des paysages plutôt dépaysants. Ce gros phénix, là, on va devoir lui couper la tête d'ici 1 an ou 2. On est triste de ça, mais on saura le remplacer intelligemment. Des collections agréées, des acanthacées, des comélinacées. Donc, encore une fois, pas facile de déplacer des adolescents sur le thème des acanthacées et des comélinacées. Même si, quand on se rapproche de près des plantes, elles deviennent sublimes. Là, on rentre dans une étape un petit peu plus facile à valoriser auprès des publics. Les plantes utilitaires tropicales, il y en a dans tous les jardins botaniques de France, mais encore une fois, ce n'est pas inintéressant de montrer simplement des piéderies, du cacao, du manioc et des cannes à sucre aux petits Parisiens ou à nos visiteurs touristes. Les orchidées parce que les gens adorent. Les plantes horticoles et des broméliacées, parce qu'on a un fou de broméliacées, là il s'appelle Michel Georges, certains d'entre vous le connaissez bien. Des plantes, des plantes, des plantes, des plantes et des plantes. Mais encore une fois, je veux laisser un peu de place à la discussion. Donc désolé pour les vidéastes là, qui auront peut-être du mal à capter ces séquences-là. Les aracées avec lesquelles on échange régulièrement avec la collection d'excellence nancéenne. Les succulentes, on n'est pas à Monaco, mais pas loin. Des plantes, certaines même un peu provocantes, des plantes qui piquent, des plantes toutes douces, des sélaginelles et des fougères. Je ne vous ai pas montré la photo intérieure de la serre des fougères, mais encore une fois, des plantes sans fleurs. Moi, c'est peut-être ma serre préférée à Auteuil. Elles ont beaucoup de choses à nous dire, elles étaient là avant nous, et peut-être même qu'elles seront là après nous, ces fougères et ces sélaginelles. Et on arrive sur des collections géographiques, avec l'ambition de recréer des petits paysages, ce qui doit nous inspirer et ce qui nous aide à communiquer avec nos publics. Je vous reparle de l'histoire d'un projet, avec la vue aérienne du Jardin des Serres, en 2011 et maintenant. Donc on peut jouer au jeu des 8 erreurs. Vous voyez une sorte de tache brune en plein milieu qui ressemble à de la terre battue. C'est une réalité concrète. On a hérité d'un terrain de tennis dans le Jardin des Serres d'Auteuil. Et le silence se fait. Le plan masse, avec un dossier qui a généré suffisamment de polémiques, je ne reviens pas là-dessus. On est dans la hauteur et dans les gabarits du Grand Palmarium. C'est Marc Mimram, ce n'est pas une petite agence d'architecture qui a inventé ce nouveau dispositif. Donc vous devinez les vues de coupe, les plans, les profils. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé des arbres, ça veut simplement dire qu'on a respecté des modèles nature, des hauteurs et des gabarits de construction. Les serres de Jean-Camille Formigé, elles sont là, donc sur votre gauche. Les nouvelles serres, elles sont à côté. Ça donne à peu près ça. Voilà. Donc le stade de tennis, il est là. Je ne vous demande pas, encore une fois, de me croire sur parole. Il est plutôt bien intégré dans le jardin et plutôt sereinement. Et on va essayer de rentrer dans les serres pour retrouver une thématique qu'on a essayé de développer autour du voyage. Voilà, je ne vous cache pas que ça a été pas mal de stress. Ça, c'est le plan du déménagement des anciennes serres chaudes d'Auteuil. Ça a été un petit peu la crise du logement. On a emmené des plantes au CPH de Rungis. On a emmené des plantes au parc floral. On en a mis en jauge dans des petits pots, dans des poubelles pendant plus de 4 ans. Et on peut les réexprimer maintenant dans un nouvel espace. Pour vous dire combien de plantes, on augmente le propos botanique à Auteuil. Donc je veux aussi rassurer les professionnels de la botanique qui sont aujourd'hui représentés. On a aussi démultiplié nos collections, comme je disais, au parc floral. Et on s'est aussi pris un peu de temps de trouver des plantes nouvelles. Donc un merci très sincère aux contributeurs. Certains sont représentés dans la salle. Les CJB du Grand Nancy, le MNHN, Genève, le Jardin du Sénat et plein de petits points. Je pense à plein de jardins, grands et petits, qui nous ont fait l'amabilité de nous donner des taxons. On a pu avoir un budget d'acquisition aussi.
Et on a pu remobiliser tout ça dans ce qu'on avait envie de montrer au public, c'est-à-dire des paysages. Ça, c'est les serres qui entourent ce fameux stade. Donc on sait que les visiteurs feront le tour. Et on savait que la thématique, elle serait géographique, avec des plantes du bout du monde, d'Australie, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique. En regardant ce plan-là, on a convenu que ça ressemblait quasiment à l'idée d'un tour du monde. N'en déplaise à Nantes, Paris et et la ville de Jules Verne, on en a déjà discuté avec plein d'amitié. Il se trouve que Jules Verne a habité 1 an ou 2 à Auteuil, voilà. Et il est né à Nantes. Donc on a honteusement repris le concept du... Il a vécu à Amiens, quelle harmonie. Donc on a honteusement repris le concept du tour du monde en 80 plantes, voilà. Alors composer un paysage, ça a été juste un travail passionnant. Ça, ce sont les croquis des jardiniers eux-mêmes qui se sont faits paysagistes concepteurs avec leur talent, avec leurs envies, qui n'étaient pas toujours réalisables, mais avec la passion et avec l'énergie. Donc merci à eux pour ça. On a traduit ça en plan de plantation, donc des noms latins dans tous les sens, je ne reviens pas là-dessus. On a essayé d'inventer l'impossible dans des délais qui étaient plus que contraints. On a mis en scène des travaux de scénographie. Vous avez compris que nos serres, ce sont des quarts de cylindre. On a fait bosser un paysagiste talentueux, Hiroshi Naruse, qui nous a dit tiens, ça on est en Australie, Brachychiton acerifolius, la flamme australienne. Bon, il est tout rouge 1 semaine ou 2 par an, mais nous, il nous l'a dessiné tout rouge tout le temps. Il nous a mis des couleurs. Et le bottle tree, je pense qu'on le verra comme ça quand on sera courbé en deux. La réalité, c'était celle-là. Voilà. En août 2018, on a reçu ces fortes de hangars à avions. On n'emmenait pas large, hein, je ne vous cache pas. Même s'il y avait un peu la place pour travailler, même si on a 1,80 m de terre sous nos pieds, même si on a du double vitrage, on avait quand même un petit peu la boule au ventre quand on a reçu les clés de notre appartement. Voilà. Et puis on a planté, et là encore une fois une belle émulation, donc on a fait ça avec nos petites mains, en tout cas avec leurs petits bras, et encore une fois on entendait à la fois une mouche voler pendant les phases travaux les plus opérationnelles, et puis une saine bonne humeur le reste du temps. C'était une vraie aventure humaine. Donc je vous fais faire le tour vite fait, un mot sur la signalétique, qui est capitale, y compris en parlant un petit peu en anglais pour nos visiteurs étrangers. D'intéresser le visiteur aux plantes. Encore une fois, ce n'est pas gagné d'avance. Donc on a essayé d'imaginer un tour du monde géographique, de remettre les plantes en situation, avec des jeux de mots d'une subtilité absolue dans les panneaux, hein, on en conviendra tous. Et un tour du monde ethnobotanique, qui nous a semblé être une étape pas inintéressante pour rentrer dans le détail. Alors les holologues, là, ces poteaux fantômes, ce ne sont rien d'autre que des troncs d'eucalyptus qui ont été rongés par les termites en Australie. Nous, on montre des eucalyptus dans la serre. Ils ont été décorés par des aborigènes. Moi, je pense qu'il y a un dialogue culturel à faire valoir et que sans se moquer de personne, on peut montrer de l'art aborigène, même s'il est récent, même s'il n'est pas complètement patrimonialisé, et dire voilà ce que l'homme a fait des plantes. Et c'est ce qu'on essaye d'imaginer, les rêves de plantes. Le Jukurpa, on s'est tous un petit peu étoffés sur la question. Le Jukurpa, c'est ça, c'est le serpent arc-en-ciel tel qu'il est rêvé par les aborigènes et qui aurait contribué à la création du monde et à la création des plantes. Voilà. Donc on va essayer de montrer tout ça dans les serres. On fait les malins parce qu'on essaye d'acclimater Xanthorea, là, le grass tree. On a des hampes florales, donc on essaye de raconter les usages aborigènes. Enfin voilà, on se bat comme des beaux diables pour essayer de rapprocher la plante de l'homme ou l'homme de la plante, je ne sais plus comment très bien dire. Et ça donne aussi quelques jalons. C'est ça le concept du tour du monde en 80 plantes, c'est d'écrire des petits tweets de plante en plante. Donc moi je peux mettre à disposition de tout un chacun les fichiers correspondants. On essaye de trouver une anecdote, voilà, pour intéresser le public. Il y en a 80 disséminés tout au long du parcours. On les pose, on est juste en train de les poser puisque le dispositif évolue de jour en jour au même titre que s'épanouissent les plantes. Et donc voilà, l'idée c'est non pas de se contenter d'un tweet,
mais de dire, voilà, cette plante-là, elle a du sens, et pour vous, et pour nous. Donc l'Australie, ça donnait ça, voilà, c'est planté, ça donne ça, avec voilà une petite coquine là, qui est venue se mettre dans dans nos Drosera australiennes, Urticaria, qui est plutôt cosmopolite et qui est rentrée pas dans les carnivores donnés par Nancy, mais dans un petit pot acheté chez un pépiniériste et qui nous a envahi notre massif. Eh bien tant pis, on en discute et on parle aussi voilà, de la théorie des plantes invasives et des exotiques envahissantes. Et ça nous permet aussi de discuter avec nos publics sur le fait que cette plante-là, on ne l'a pas voulu, mais désormais, on ne peut plus s'en débarrasser. Un macrosamia, je ne vous le montre pas en grand parce que ceux qui l'ont vu s'inclinent devant. On a eu la chance de pouvoir acclimater un sujet qui a peut-être 180 ans, enfin moi je l'estime à ça. C'est des plantes un peu magiques, donc qui à ma connaissance étaient un peu inédites en Île-de-France. On s'est un peu pris de passion pour ces plantes d'Australie, à ce titre qu'on va essayer de faire déborder la serre sur un talus exposé plein sud, où on va s'amuser à montrer des banksia, etc. etc. Une flore vraiment qui nous fait plaisir. Voilà, un petit tour en Asie, je crois que je vous montre une plante ou deux. C'est pas très fair-play par rapport à la richesse de cette collection-là. Une collection qui sent bon. Donc on réinvente pas la poudre, on montre l'ilang-ilang. Sauf que quand on l'a jamais vu et qu'on n'a jamais senti la fleur, cette sensation-là, on a envie de l'offrir au même titre que Muraya, le buis de Chine. Voilà, on le sent avant de le voir. Donc la serre des senteurs, c'est celle-là. On essaye d'acclimater du thé. Bah, on s'amuse aussi avec des plantes un peu rares. Cariota, on les connaît tous. Ici, on a Zebrina, qui est juste un peu déstabilisant parce que moi, je ne la connaissais pas. Et elle est belle, elle est bien épanouie. Elle s'épanouit à 15 mètres de haut en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc nous, nos serres, elles font 6 mètres 50, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, alors d'un autre côté, je suis pas là pour vous parler de politique, mais on inaugurait au mois de mars dernier. Ouais. Oui, 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 je me souviens bien. On avait besoin d'un coup d'œil et on avait. Qu'est-ce qu'ils attendent, les visiteurs? Je le dis un peu froidement, mais ils attendent de l'exotisme, ils attendent des paysages. Et nous, on est botanistes. Du coup, on monte des fleurs de Madagascar. Moi, j'ai pas de scrupule à montrer un Ravellana. J'ignore pas qu'on lui coupera la tête dans 3 4 ans. C'est un débat. En tout cas, au risque d'être provocateur, Ravellana madagascariensis, il est plutôt menacé en nature. C'est un classique des classiques en pépinière. Je suspecte qu'on puisse en acheter chez Truffaut sur les quais de Seine pour les appartements parisiens. Je vais vous faire hurler, vous allez me sortir en me bottant les fesses et en disant t'as plus rien à faire ici. J'assume l'idée que pour moi c'est du consommable et c'est du paysage. Par contre, laissez-moi finir. Sous le Ravellana, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui germent. Et celle-là, c'est l'avenir. Moi, on a l'engreffe là, juste devant notre dos. La futée jardinée, ça me pose, j'ai été formé à ça dans mes jeunes années. Il faut qu'on ait une vision dynamique des choses dans le temps. Nous, dans le cahier des charges qu'on avait, on se devait de montrer des plantes épanouies à l'inauguration. Je pense qu'à Terra Botanica, vous aviez le même enjeu. Et tous autant qu'on est, on connaît les plantes, mais on a aussi la petite angoisse quand Nantes inaugure un jardin, est-ce que ça va plaire? Donc, les plantes passionnantes, on a augmenté de 200 taxons le niveau sur Auteuil. Aujourd'hui, vous pouvez voir des orchidées miniatures, des orchidées bijoux.
On n'a même pas mis de glace pour les visiteurs. Ces plantes-là, on ne pouvait pas les voir avant. Tous les jardiniers me disent, on va se les faire piquer, les gens vont repartir avec dans les poches du jean. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne vais pas vous mentir, on en a perdu 2-3. Voilà. Mais moi, je veux aussi offrir cette proximité avec le végétal. Il y a des choses passionnantes pour vous, il y a des choses passionnantes pour le public. Et du coup, des héliconias, voilà, ça va amuser pas grand monde dans la serre, mais il faut voir avec quelle envie, appétit, les gens se positionnent devant ces plantes-là. Donc, on essaye d'assumer les deux propos et de faire en sorte que le projet tienne la route. Et encore une fois, j'ai été provocateur sur le Ravellana. Il y en a un grand, si vous regardez bien, il y a un rejeton qui pousse juste à côté. Donc, on va jouer la transition. Ben, le problème, c'est que si on veut voir un Ravellana en nature, on va à Madagascar. Venez nous donner un coup de main. Oui. On a mis un Cestrum nocturnum en Asie. Honte à nous. Il est reparti en Amazonie. Bon. Oui, on s'est fait un peu plaisir. Et par exemple, sur Cofea, on montre des cafés sur la flore du Grand Rift. On a une belle surface dédiée à ça. Donc, on ne se contente pas de montrer Arabica Robusta. On a une douzaine de variétés. On continue à travailler avec Le Havre, qui pour moi a le meilleur niveau en Europe sur les cafés, pour montrer, je sais pas, là on a Ibracteolata, on a Excelsia, on a des choses à dire. Et on vous parle en plus de la cérémonie traditionnelle du café à haute valeur culturelle en Éthiopie. Donc, on essaye de mixer tous les propos, et c'est pas tous les jours tout simple. Mais on a le sentiment, en tout cas, en lisant à la fois le petit livre d'or qu'on a mis à l'entrée, en regardant sur Internet les réactions des visiteurs et en discutant comme on va le faire à l'issue de la conférence entre nous, que finalement le job il a été fait. Voilà, des plantes, des plantes, des plantes et des plantes. Moi, on va passer, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je veux juste quand même insister sur cette dimension-là. Alors, il manque plein de gens, c'est une grosse organisation. Je veux saluer tous ces hommes, toutes ces femmes et ceux qui travaillent encore derrière. Les créateurs, les Daniel Collin, les forestiers, Jean-Camille Formigé, on se sent des fois un petit peu héritier d'eux. Monsieur Joly, qui a encore une tendresse particulière pour le travail qu'on peut rendre au Jardin botanique de Paris. Laurent Bray, bien entendu. Monsieur Lartigot, qui nous manque tous autant qu'on est. Cette armée de jardiniers et de jardinières qui font que vous serez bien reçus au Jardin botanique de Paris, avec toute notre amitié. Cette photo-là, c'est mon petit clin d'œil de fin. Les plantes derrière les gradins, et pas le contraire. Enfin, les plantes devant les gradins. Et je vous dis encore une fois, encore un petit peu de patience, encore 1 ou 2, 3 ans pour qu'on ait atteint l'exubérance qu'on veut assumer. Et normalement, on le verra plus. D'un autre côté, l'éclairage particulier de la porte d'Auteuil, 2 semaines par an, avec un tournoi d'importance plus qu'internationale, avec des Joe Wilfried Tsonga qui mangent des pommes marquées à la Connexie, et qui vont peut-être jouer sur le court de tennis. Voilà, il faut qu'on accepte aussi de tendre la main au grand public. Il y a une pomme qui s'appelle Royal Gala, je crois. Bah, si on est de temps en temps dans les pages de gala, pourquoi pas? Il faut qu'on assume aussi ça, sans perdre notre âme de jardinier. Donc c'est ce qu'on essaye d'assumer. Soyez les bienvenus chez nous.